Bonjour, moi je m'appelle Flora Vincent. Moi, c'est Aude Bernem. Et on est toutes les deux co-autrices du livre L'intelligence artificielle, pas sans elle. Et sinon, on est aussi toutes les deux chercheuses en biologie. Ah oui. On a pu observer qu'il y avait plusieurs exemples d'algorithmes qui, bizarrement, ne marchaient pas de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Par exemple, des logiciels de reconnaissance faciale, c'est-à-dire qui sont capables d'identifier les visages, où ça marchait beaucoup mieux pour des hommes blancs que pour des femmes noires. Ou aussi des logiciels de recrutement qui allaient systématiquement jeter les CV féminins. Ou encore des logiciels de traduction qui allaient genrer, par exemple, de nurse à infirmière, en français ou en anglais, ou de surgeon à chirurgien. Dès le début de la conception d'un algorithme, on peut avoir en fait des sources de biais. Ça peut être par exemple sur comment est-ce qu'on définit un objectif. Si on dit à un algorithme, si on demande à un algorithme par exemple de détecter le meilleur élève dans une classe, cette traduction-là, elle peut se faire de plusieurs façons mathématiquement. On peut dire c'est peut-être l'élève qui a la meilleure note à l'examen final, ça peut être l'élève qui a la meilleure progression sur toute l'année, ça peut être l'élève qui a les meilleures notes partout. Et en fait, cette décision-là, de la traduction d'un objectif d'un algorithme vraiment au détail de ce que ça veut dire, est déjà une première source de biais parce qu'en fait, c'est assez subjectif, ce qu'on appelle le meilleur élève, et donc il peut se passer la même chose dans les problématiques de genre. On sait aussi qu'une des grandes sources potentielles de biais, c'est ce qu'on appelle les bases de données sur lesquelles ces algorithmes-là vont être entraînés. On sait aujourd'hui qu'un algorithme de reconnaissance faciale, par exemple, quand on va le développer et l'entraîner pour voir s'il est performant ou non, souvent on l'entraîne sur des bases de données de référence et on sait aujourd'hui que ces bases de données-là, elles ne sont pas forcément représentatives. Donc dans l'exemple d'un algorithme qui a plus de mal à reconnaître des femmes noires que des hommes blancs, en fait, la raison derrière, notamment, c'est que les bases de données sont plus fournies avec des images d'hommes blancs que de femmes noires et donc ça induit un algorithme qui fait plus d'erreurs. Une des dernières étapes qui peut aussi un peu amplifier ce biais-là, c'est notamment la réutilisation du code. On est dans l'intelligence artificielle dans un domaine où en fait les développeurs ont tendance à beaucoup collaborer, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais le problème, c'est que si on se base sur une base de données biaisée qui va être réutilisée par un grand nombre de personnes, ça fait qu'en fait cette erreur, elle va être propagée assez rapidement, juste parce qu'en fait on ne prend pas vraiment le temps de regarder le contenu de cette base de données. Les solutions, elles vont être d'une part techniques, c'est-à-dire que pour définir qu'est-ce qu'un algorithme équitable, il y a aujourd'hui des recherches qui sont à l'interface de la philosophie, l'éthique, mais aussi bien l'informatique ou les mathématiques. On va aussi avoir des types de codes, des types de bases de données représentatives, non sexistes qui vont être développées. Donc là, on est dans un aspect technique. Et l'autre aspect va être un aspect plus humain. Et selon nous, c'est vraiment un aspect crucial et peut-être le plus important, ça va être de former les gens. Former les futurs développeurs et développeuses à comprendre ces questions-là et à savoir que quand on va écrire du code, il faut prendre en considération les éléments d'égalité et comment les produits qu'on est en train de développer vont influencer différemment les hommes ou les femmes. Mais aussi former les personnes spécialistes de l'égalité femmes-hommes à s'intéresser à ces questions-là pour venir conseiller. Et bien sûr, la formation est une partie des solutions humaines. Il y a aussi de diversifier les équipes, de proposer des régulations, de proposer des outils pour être capable d'évaluer ces algorithmes. Il y a une infinité de solutions à inventer. Il y en a un certain nombre qui sont déjà là et qu'il faut mettre en place et d'autres qu'on peut créer. Dans l'ouvrage qu'on a coécrit, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup lancer l'alerte, mais il faut aussi savoir que l'intelligence artificielle, c'est un outil formidable qui pourrait aussi nous aider à corriger les inégalités qui sont déjà présentes dans la société, et ça peut se faire de deux façons. D'une part, on peut utiliser l'IA et on va dire sa force de frappe analytique pour vraiment détecter les biais. Ça peut être par exemple utiliser l'IA pour quantifier la prise de parole dans des films, ce qu'a fait Google. Ça peut être quantifier, on va dire, les stéréotypes en analysant 3,5 millions de bouquins comme ça a déjà été fait, ce qui permet vraiment de mettre des chiffres
sur les inégalités. Et en même temps, donc vraiment d'utiliser l'IA comme un outil de diagnostic, mais aussi utiliser le potentiel de l'IA pour créer des choses. Par exemple, récemment, une association qui a créé automatiquement 250 biographies de femmes sur Wikipédia, qui est en gros un effort qu'une personne individuelle peut faire, ce qui a été fait par Jess Wade, mais qui peut être démultiplié grâce à une intelligence artificielle qui va créer des nouveaux profils sur la base de la littérature et d'Internet. Donc vraiment d'utiliser cette IA pour promouvoir, on va dire, la parité, et même encore de façon presque plus simple, pour un logiciel qui serait en charge de détecter des CV pour un poste technique, on pourrait écrire dans une ligne de code, obliger l'algorithme à proposer systématiquement au moins 50% de CV féminins. C'est très simple à faire, ce serait très simple à coder, et ça, ce serait un formidable moyen d'utiliser l'IA pour en gros corriger les inégalités qui sont déjà existantes.